Du flair pour détecter les fuites d'eau. Veolia fait appel à un chien pour localiser des fuites sur le réseau d'eau potable. Démonstration sur le territoire de la Casque avec la brigade cynotechnicienne qui est pour le moment la seule en France. Passeport EducFi pour les 4e du collège Himmelsberg à Sarreguemines. Les collégiens l'ont décroché après avoir suivi des cours d'éducation budgétaire et financière. Un dispositif de sensibilisation budgétaire et financière étendu cette année à tous les collèges et lycées professionnels de l'Académie Nancy-Metz. Avant le vote du budget primitif 2023, le conseil municipal de Bitche s'est réuni pour faire le bilan des différents budgets de l'année 2022. Les comptes sont majoritairement ressortis dans le vert, mais les prévisions pour l'année 2023 s'annoncent plus serrées à cause du contexte économique et du montant des différents projets. Cueillette de plantes sauvages comestibles et atelier de recettes pour les cuisiner. L'association Les Chabots a initié une vingtaine de personnes à Rayerswiller dans le cadre du programme culturel Sauvage par Nature de la médiathèque de Bitche. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On est en pleine période des budgets. Hier soir, c'était au tour des élus bitchois de faire le point. Thibaut, tu as assisté au conseil municipal. Ton résumé en 3 mots? Alors, résumé en 3 mots, c'est impossible. Il y a tellement de chiffres qui sont sortis. Donc, il y aura le rapport, le bilan de 2022 par rapport au budget et les prévisions pour 2023. Ouais. Mais tu vas pouvoir nous les détailler dans quelques minutes. Et puis en fin d'émission, moment canapé consacré au théâtre. Alain Lheureux du Théâtre du Jeudi est l'invité de Morane. On commence cette émission avec du flair. On n'en a pas fini de découvrir l'utilité des chiens. Après les explosifs, les stupéfiants, les patients positifs au Covid ou encore les tumeurs cancéreuses, ces animaux sont aussi capables de repérer des fuites d'eau. Guillaume Dumontail en a eu la démonstration mardi après-midi à Villerwald. Kiri. Ouais, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un truc là? Ouais. Là, il y a un truc là. Voilà. Donc là, Kiri vient de s'arrêter, vient de se coucher. On a vu, elle a ce qu'on appelle nous dans notre jargon, elle a pompé avant, c'est-à-dire elle a flairé. Elle a fait une action de flairage et elle a pris une décision de marquage. Donc elle s'est couchée pour me stipuler qu'il y avait une odeur de chlore qui s'émanait de cet endroit. On avait détecté une fuite dans le secteur et donc grâce au chien, on est remonté jusqu'à ce regard où on a pu confirmer avec le niveau d'eau situé dans ce regard qui nous prouve bien qu'il y a une fuite. Et donc j'ai pris ensuite mon appareil pour localiser au plus près l'endroit de la fuite. Et ici donc ça serait cette vanne qui est située juste près de la borne à incendie. Bon travail Kiri. La Malinoise a une nouvelle fois réussi la mission qui lui avait été confiée, à savoir la détection de chlore, synonyme de fuite d'eau. Aujourd'hui sur la communauté d'agglomération de Sarreguemines, la plupart de nos réseaux, la majeure partie de nos réseaux sont en zone rurale, sur lesquels on n'a pas nécessairement de point d'écoute pour faire de la recherche de fuite traditionnelle. Et l'intérêt de cette recherche de fuite canine, c'est qu'on va pouvoir faire de la prélocalisation de fuite sur des secteurs sur lesquels on aurait eu du mal à savoir qu'il y avait une fuite auparavant. Donc on va pouvoir identifier des zones sur lesquelles on a potentiellement des fuites, mieux resserrer la zone de recherche et donc trouver des fuites beaucoup plus rapidement et surtout des fuites qu'on n'aurait pas suspectées auparavant. L'intérêt dans tout ça, c'est l'amélioration de la qualité du réseau. Sur la totalité du périmètre de la Casque, on a un rendement de réseau qui avoisine les 80%, ce qui est relativement correct par rapport à, on va dire, au niveau national, mais on le sait, la tension sur la ressource est de plus en plus importante. Et donc l'intérêt c'est vraiment d'aller grappiller le maximum de pourcentage pour améliorer et éviter de prélever de l'eau au milieu naturel. Les chiens sont donc utiles pour détecter les fuites d'eau, mais aujourd'hui en France, il n'y a qu'une seule brigade de cynotechniciens capables de rechercher des fuites d'eau, celles que vous voyez à l'œuvre sur ces images. Cette innovation est aujourd'hui en train d'être expérimentée. À l'avenir, plusieurs équipes pourraient être développées sur toute la France. On parle de sous au collège. Des cours d'éducation budgétaire et financière ont été dispensés la semaine dernière aux élèves de 4e du collège Himmelsberg à Sarreguemines. L'objectif, leur apporter des notions de base pour résoudre les problèmes financiers du quotidien. Et mardi, les collégiens ont été récompensés lors d'une cérémonie de remise de passeports d'éducation financière, aussi appelée EducFi. La première cérémonie de l'année à laquelle a assisté la référente académique de ce dispositif. Le reportage est signé David Orès. Par exemple, je veux m'acheter un casque audio
je fais comment et comment comparer les prix. Et si je le paye en 3 fois, est-ce que c'est plus cher que de payer en 1 fois ou moins cher? Est-ce que c'est plus intéressant? Des problématiques auxquelles sont confrontés les adultes, mais aussi les adolescents. La semaine dernière, les 3 classes de 4e du collège du Himmelsberg ont suivi des cours dédiés pour obtenir leur passeport d'éducation financière, alias EducFi. Né en 2016 et instauré il y a 3 ans dans l'académie Nancy-Metz, ce dispositif a été généralisé cette année à tous les collèges et lycées professionnels de l'académie. Pour le collège du Himmelsberg, c'est une première. L'objectif est de sensibiliser les élèves et leur apporter une éducation budgétaire et financière avec des notions de base. Savoir calculer un taux d'intérêt, repérer des arnaques sur Internet, sur le téléphone portable, parce qu'aujourd'hui il nous a semblé que la classe de 4e était la classe phare pour véritablement former les élèves à ces notions, on va dire, indispensables pour le citoyen du 21e siècle. Le collège a choisi la Semaine nationale de l'éducation financière pour organiser ses cours. Pour l'établissement, ce programme rejoint une politique plus globale. L'éducation financière s'inscrit pour nous dans le parcours à venir. Les élèves s'interrogent évidemment sur les métiers, qu'est-ce qu'on gagne, combien, qu'est-ce qu'un salaire net, brut, etc. Donc ça leur permet d'avoir des idées. L'avenir des collégiens, c'est aussi le lycée. L'opération a été réalisée en partenariat avec le lycée Jean Pange de Sarreguemines. Je lui ai proposé les services d'un professeur de sciences économiques et sociales qui pouvait, à mon sens, répondre de manière plus pointue à cette demande. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise des fameux passeports en présence de tous les partenaires, parmi eux la Banque de France qui, avec l'Éducation nationale, est à l'origine du dispositif EducFi. On sensibilise et on initie les professeurs, on initie la démarche, qui eux-mêmes, ce sont les professeurs qui par contre vont dérouler le processus du passeport avec leurs élèves. Et on a de plus en plus de participants, la démarche rencontre un vrai succès et, j'ose le croire, répond à un vrai besoin. La remise des passeports est un moment attendu par les collégiens dont c'est le premier diplôme officiel. Content dans l'ensemble parce qu'on a quand même travaillé 3 séances pour pouvoir l'obtenir. Donc c'est une certaine satisfaction. C'est un papier qui nous montre que c'est le fruit de notre travail. Ouais. Ça va nous beaucoup servir dans la vie et je suis content qu'on a pris ça. Savoir gérer son argent de poche, c'est assez important dans la vie de tous les jours, surtout lorsqu'on devient jeune adulte. Et puis ouais, c'est cool que ça ait été mis en place par le gouvernement pour l'école. Pour les intervenants, l'après-midi s'est poursuivi au lycée Jean de Pange avec une conférence sur l'inflation et le pouvoir d'achat. Pour le moment, le passeport EducFi s'adresse essentiellement aux élèves de 4e, mais un projet est à l'étude pour le développer et l'étendre également au lycée. Et la démarche se poursuit aussi à l'échelle régionale puisque demain sera signée une convention de partenariat entre la région académique et la Banque de France Grand Est. Ce sera au collège Rouget de Lille de Schiltigheim. Ce sera avec toujours cet objectif de permettre aux enseignants d'aborder davantage de thèmes budgétaires, financiers et économiques dans leur programme scolaire. Les finances sont aussi au programme des élus et en particulier en cette période de rapport d'orientation budgétaire puis de vote des budgets. Alors Thibaut, tu vas nous faire un retour sur le conseil municipal de Bitche qui s'est tenu hier soir et il y a beaucoup de chiffres qui ont été détaillés. Oui, mais rassure-toi et rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans le détail des longues listes du budget. Mais oui, effectivement, la plus grande partie du conseil a été consacrée au bilan chiffré des investissements et du fonctionnement de la ville en 2022. Mais c'était aussi le moment d'effectuer un DOB, le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2023. Alors on va commencer dans un premier temps par un retour sur le budget 2022. Oui, alors pour faire simple, je vais vous donner 3 chiffres par budget. Je vais vous donner les plus significatifs. Il y a le budget principal de la ville, celui du golf, celui de la citadelle et du lotissement. Je précise aussi que les chiffres que je vais vous donner est un écart, qu'il soit positif ou négatif. C'est l'écart entre ce qui a été dépensé et les recettes qui ont été reçues. Donc on parlera soit de déficit, soit d'excédent. Pour le budget principal de la ville, l'année 2022 s'est terminée dans les investissements avec un déficit d'environ 365 000 €. Pour le fonctionnement aussi, on intègre par exemple là-dedans la rémunération du personnel par exemple. Et pour le fonctionnement, on finit l'année avec plus de 970 000 € d'excédent. Donc du coup, entre les deux chiffres, cela équilibre dans le vert à environ 610 000 €. Je précise que j'arrondis volontairement les chiffres pour plus de lisibilité. Alors après le budget général de la ville, le budget annexe du golf. Et je vais suivre exactement la même structure que le budget principal de la ville. Pour le golf, malheureusement, on est dans le rouge tout plein. Environ 50 000 € de déficit dans les investissements, 115 000 € aussi de déficit dans le fonctionnement, pour arriver à un total dans le rouge de plus de 164 000 €. Aïe. On continue avec la citadelle ?
La Citadelle, elle, est dans le vert, avec environ 57 000 € d'excédent au niveau des investissements. La même somme, en fait, pour le fonctionnement, pour arriver à un chiffre vert à 114 000 €. À noter que dans son fonctionnement, la Citadelle consacre une grosse partie de ses dépenses dans la masse salariale. On est au total à environ 778 000 €. Et pour finir, tu nous parles donc du budget annexe du lotissement. Le lotissement, alors il n'y a pas de recettes qui ont été perçues pour ce qui est du lotissement. Le fameux lotissement de la Fleur d'Or ou l'écolotissement, si vous préférez, qui est à côté de la maison de l'enfant. Pour l'instant, eh bien, hormis deux habitations qui sont déjà implantées, aucun autre acte n'a été signé avec des particuliers, mais la ville précise qu'il y a quelques personnes qui sont intéressées. Là, il n'y a que des dépenses, donc on parlera plutôt d'un déficit qui atteint environ 450 000 €. Alors pour clore sur le chapitre des finances, il y a eu un DOB. Est-ce que tu peux rappeler, préciser aux téléspectateurs ce que c'est exactement? Alors je vous rappelle qu'un DOB ou DOB est un débat d'orientation budgétaire. Ici pour l'année 2023, il est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants et doit se dérouler dans les 2 mois avant le vote du budget primitif. Pour la ville de Bitche, il se situera mi-avril et à la suite de ce débat, eh bien, un rapport d'orientation budgétaire est établi et doit être acté par une délibération. Et qu'est-il ressorti de ce débat ? Alors, avant que les échanges aient lieu, Marc-Antoine Vincent, qui est consultant chez Challenge Public, a présenté à l'équipe municipale une diapo sur les prévisions pour le budget 2023. Il appelle à la vigilance car plusieurs indicateurs vont être en baisse. Il a d'abord présenté le contexte économique. On connaît le contexte actuel avec l'inflation, la hausse du prix de l'énergie, donc ce n'est pas au beau fixe pour le moment, un durcissement de la politique monétaire et il a notamment parlé des emprunts. Cette augmentation des taux d'intérêt se répercute sur l'ensemble des acteurs économiques, à commencer par les collectivités. J'y reviendrai plus tard, on n'emprunte plus aux mêmes conditions qu'il y a ne serait-ce qu'un an. Les taux d'intérêt sont beaucoup plus hauts et vont continuer à augmenter. Donc des taux fixes qui apparemment sont attendus à plus de 4% d'ici la fin de l'année. Et si la ville de Bitche commençait à emprunter, cela va impacter lourdement sur ses investissements. La croissance française aussi, elle, a été annoncée à la baisse en 2023, mais la ville peut profiter de certaines dispositions, notamment de la loi de finances pour 2023. On parle aussi des mesures spécifiques contre l'inflation et surtout en ce qui concerne la hausse du coût de l'énergie. Il y a aussi par exemple une hausse des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour 2023, qui est aussi une source de recettes de fiscalité directe pour les communes. Et du coup, 2023 s'annonce comment pour la ville de Bitche ? Eh bien, pour 2023, ça va être un peu difficile pour la ville de Bitche. Je précise aussi que pour 2023, rentrent en ligne de compte les restes à réaliser de 2022, et notamment tout ce qui concerne le grand projet de requalification du centre-bourg, dont les travaux ont commencé. Les dépenses donc vont être déclenchées à partir de cette année, de 2023, et tous les projets confondus pour le budget principal, le reste à réaliser monte à plus d'1,5 million d'euros. Alors du coup, quelle tendance pour 2023 ? Est attendu un doublement de la facture d'énergie, plus de 340 000 € par rapport au réalisé en 2022, et les dépenses réelles de fonctionnement devraient approcher les 5,7 millions d'euros contre 5,3 millions en 2022. Et qu'est-ce qui est annoncé aussi ? C'est une forte hausse des dépenses d'investissement liées aux différents projets, notamment la requalification du centre-bourg, et dans les restes à réaliser dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi la restauration de la Citadelle, il y a aussi ce qui a été parlé du projet de chaufferie collectif ou encore la rénovation de l'éclairage public. La ville n'a pour l'instant pas emprunté aux banques en 2022, mais apparemment, selon les prévisions, elle se verrait obligée, pour équilibrer les investissements, de faire un emprunt de plus de 1,7 million d'euros. Tu nous avais annoncé qu'il y aurait beaucoup de chiffres, mais donc, en résumé... En résumé, la ville de Bitche va devoir resserrer la ceinture. Plus d'indicateurs risquent de passer au rouge pour l'année 2023 par rapport à 2022, mais les investissements sont jugés nécessaires. Une dernière chose à ajouter, une bonne nouvelle peut-être ? Oui, une bonne nouvelle. Pour finir avec un peu de culture, on a eu l'information durant le conseil, on a eu l'exclusivité. On sait que le site du 4e cuir a pour projet d'être réhabilité, notamment pour un regroupement scolaire. Mais un des bâtiments, et les échanges sont en cours actuellement, deviendrait un musée de l'art urbain. L'équipe municipale est en cours de discussion pour un partenariat avec le musée Vauban de Neuf-Brisach.
Eh bien, merci Thibaut pour cette info et puis pour ta synthèse du conseil. Et puis on te retrouve très bientôt sur ce plateau pour parler cette fois des orientations budgétaires de la communauté de communes du Pays de Bitche, puisque le conseil communautaire de la CCPB a lieu ce soir et tu viendras donc pour nous le synthétiser. Pour le moment, on part à la découverte de plantes que l'on côtoie souvent mais que l'on ne connaît pas forcément. Samedi après-midi, plusieurs bénévoles de l'association Les Chabots ont guidé plus d'une vingtaine de personnes dans la cueillette de 4 plantes sauvages comestibles. Ils leur ont ensuite fait découvrir des recettes qui utilisent ces plantes. Cet atelier a été organisé dans le cadre du programme culturel Sauvage par nature de la médiathèque de Bitche. Reportage d'Émilie Azel et David Aurès. Ils sont 25 à déambuler dans le pré à la recherche de quelques plantes à cueillir. La sortie nature a été organisée par la médiathèque de Bitche dans le cadre de Sauvage par nature. Ce programme culturel s'est achevé samedi après-midi avec la promenade et l'atelier cuisine. Durant l'après-midi, les promeneurs ont cueilli des plantes sauvages comestibles dans un pré au milieu du village de Réhersvillers. Les bénévoles de l'association Les Chabots ont animé les activités. Alors Les Chabots, c'est une association qui a été créée il y a environ 2 ans à Réhersvillers et qui a pour but la préservation de l'environnement local, mais aussi la promotion d'un mode de vie zéro déchet, et puis la redécouverte, on va dire, de procédés anciens. Par exemple, on va faire des ateliers pour apprendre à faucher à la main, qui intéressent parfois les plus jeunes générations. Le groupe est parti à la recherche d'orties, de lamiers pourpres, d'aquilées millefeuilles et de plantains alvéolés. Ces plantes sauvages sont faciles à reconnaître et il y a peu de confusion possible. Des plantes qu'on peut trouver tout autour de chez nous. Après la cueillette, place à la cuisine. Séparés en 4 groupes, les participants ont préparé avec enthousiasme 4 recettes avec les plantes recueillies, une sauce, un pesto, une soupe et un energy bowl. Et qu'est-ce qui t'a plu là aujourd'hui jusqu'à maintenant? Cueillir tous les feuilles et les plantes comestibles qu'on a cuisinées et faire la cuisine. Nous sommes venus en famille pour découvrir les plantes de notre région et parce que je suis cuisinière de métier. Ce que j'ai retenu, c'est la plante millefeuille que je ne connaissais pas du tout, alors que finalement on la voit partout dans nos gazons et la bonne soupe qu'on va pouvoir en faire. Et après l'hiver, c'est l'occasion aussi de faire une sortie en extérieur et de profiter du soleil. Malgré la fin de Sauvage par nature, une exposition sur les animaux carnivores se prolonge jusqu'au 30 avril à Volmaster. Et je crois que maintenant la météo se prête plus à la visite d'expo qu'à la cueillette. Regardez les prévisions pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde. Au vu de la météo de ces derniers jours, on ne parle plus tellement de sécheresse et vraiment je me demande pourquoi. Alors ça paraît évident, on se dit que puisqu'il pleut, tout va rentrer dans l'ordre. Et si on regarde les indices de pluviométrie des 30 derniers jours pour la Moselle, on constate que tous les voyants sont au vert. Mais si on revient sur les 3 derniers mois, certaines zones sont en sécheresse modérée. Et sur la même période, les températures étaient au moins de 2 degrés au-dessus de la normale. Si on regarde du côté des cours d'eau, il n'y a pas de problème, les niveaux sont très hauts. Mais si on regarde plus en profondeur, les nappes phréatiques affichent majoritairement un niveau bas au niveau du département, une tendance que l'on retrouve à l'échelle nationale. Et même si les indicateurs de pluie reflètent une situation normale pour les 3 derniers mois, du côté des températures, elles étaient majoritairement au-dessus des normales pour la saison. En attendant, des averses seront encore au programme pour demain. La pluie tombera surtout en matinée, puis le temps tournera à l'orage sur l'ensemble de notre département. Les températures sont stationnaires avec 9 degrés pour les minimales et 13 à 14 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les Benjamins. Il fera jour de 7h15 à 20h03. Passez tous encore une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Music Good Deal. Jusqu'au 25 mars, Cora Sarreguemines prépare le retour du printemps. Retrouvez les indispensables du jardinage avec notre sélection des plus beaux produits. Tout pour votre potager, votre jardin d'ornement, mais aussi l'entretien du sol, l'outillage et la décoration. Pour un jardin bien entretenu et haut en couleur, rendez-vous chez Cora. Cora, l'hyper proximité. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Vous voulez faire des économies? Alors covoiturez avec Klaxit et rentabilisez vos trajets. Si vous êtes passager, vos trajets domicile-travail sont offerts. Si vous êtes conducteur, vous gagnerez de l'argent sur la route du travail. Pour trouver des covoitureurs sur vos trajets quotidiens, téléchargez Klaxit et l'Agglo de Sarreguemines finance vos covoiturages. Envie de vacances au cœur de la nature? Au camping d'Aspelshit, venez séjourner dans les nouveaux cottages modernes et élégants imaginés par Our Corporate. Ressourcez-vous dans un cadre vivifiant, juste en face de l'étang. Chaque chalet possède une terrasse panoramique, un bain finlandais et un espace sauna et barbecue. Réservez votre séjour dès maintenant en appelant le 03 87 96 53 91. Dans ce tout nouveau numéro du Cadre, je suis ravie de recevoir une jeune artiste de notre territoire. Elle s'appelle Catel Jungmann et elle sort son tout premier single à seulement 20 ans. Mais pourquoi suis-je si fragile quand mes pieds ne touchent plus le sol? Je veux enfin lâcher prise. Dis quand prendrai-je mon envol? Je veux prendre mon envol. Pour découvrir ce numéro en intégralité, rendez-vous mardi sur Mosaïque Cristal. Ce samedi à 16h sur Mosaïque Cristal, les Sarregueminois accueillent les joueurs de Villerue pour la 19e journée du championnat de Régional 1 au Muris. Lors de leur première rencontre, les faïenciers s'étaient inclinés 3-1. Réussiront-ils à inverser la tendance à domicile? Réponse en direct ce samedi avec le soutien de l'Intermarché des faïenceries sur Mosaïque Cristal. Tous les mois, retrouvez un nouveau numéro de Moment Canapé présenté par Morane Grandcola. Aujourd'hui, elle a invité Alain Lheureux, personnage emblématique de la troupe Le Théâtre du Jeudi. Vous l'aurez compris, il est question du 6e art. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Moment Canapé. Aujourd'hui, je reçois Alain Lheureux, le joyeux chef d'orchestre de la troupe Le Théâtre du Jeudi, un metteur en scène. Comment tu vas, Alain ? Très bien. Très bien. Le printemps arrive, tout va bien. Le printemps est là. Ah, c'est vrai, il est là. C'est J'avais vrai. oublié. On y va. Alors du coup, Alain, à ton accent, bon là on l'a pas trop entendu, mais moi je te connais, à ton accent, tu viens pas d'ici. Alors remontons dans les années 70. Qui était Alain Lheureux dans les années 70 ? Oh, dans les années 70, Alain Lheureux était un étudiant qui vient de réussir un CAPEPS d'éducation physique, qui se retrouve à Sarreguemines, qui se dit mais c'est où ça ? Parce que je viens de Pau, évidemment la plus belle région de France. Ah, Henri IV a donné la France à la Navarre, hein, c'est peu rien. Et je suis arrivé à Sarreguemines et voilà. Et voilà. Et dans les années 70, tu découvres le foyer culturel. Oui. Je suis arrivé au foyer culturel, j'avais proposé de faire de la gym volontaire, ce qu'on appelait la gym pour les adultes. Et puisque tu étais prof de sport. Oui, je suis encore, enfin moins maintenant, mais je l'étais. Et donc j'ai fait de la gym volontaire et c'est là que j'ai découvert, au foyer culturel, il y avait un groupe qui faisait du mime. J'ai dit tiens, pourquoi pas, j'ai goûté au mime et c'est parti. Et c'est parti. Et après le mime, arrive le
théâtre. Voilà, parce que de mime en poésie, on se mettait en scène, on jouait tout un tas de choses. On a joué une pièce qui s'appelait... La première pièce que j'ai jouée, c'était État de siège de Camus, qui est toujours d'actualité, parce que ça raconte un peu la montée du fascisme. Bon, c'était une parenthèse. Et voilà. Et ensuite, ce qui m'a plu, quand je suis arrivé dans cette activité-là, c'est le groupe. C'était un groupe, une équipe, et puis j'ai continué, et j'y suis toujours. Oui, parce qu'on pourrait se dire, un prof de sport, comment ça devient un comédien, un metteur en scène, carrément? Comment ça t'est venu? Tu l'avais déjà avant, cette fibre-là, ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Si, je me suis toujours intéressé au mouvement. C'est mon métier, puis c'est ce qui me plaît. Mouvement, la danse, ce qu'on appelait à l'époque l'expression corporelle, etc. Mais après, comment un prof de PS ou un autre, on s'intéresse au théâtre parce qu'on en a envie. C'est pas une spécificité au prof de PS. Pas du tout. Ça peut être n'importe qui fait du théâtre. L'instrument d'un comédien, c'est son corps. Si je faisais du violon, j'aurais appris le violon. Là, pas du tout. Comme je ne sais pas jouer d'aucun instrument, ben j'ai utilisé l'instrument que je connaissais, c'est mon corps. Voilà. Et donc, c'est devenu une passion? C'est devenu une passion, c'est devenu un passe-temps, c'est devenu un lieu de création avec tous mes potes de la bande du Théâtre du Jeudi, et c'est toute une histoire. Alors justement, on est au début des années 80, c'est la naissance de la troupe Le Théâtre du Jeudi. Pourquoi ce nom, Le Théâtre du Jeudi? Alors c'est très simple, au début des années 80, il y avait 5 troupes qui pratiquaient en même temps dans le cadre du foyer culturel, et nous on était celles qui répétions le jeudi. Alors on s'appelait Le Théâtre du Jeudi. Puis il y a aussi la petite connotation, le jeudi, autrefois, pour causer comme les anciens, c'était le jour où on n'avait pas école. Donc c'est le jour un peu de la récréation, c'est le jour où on s'amuse. Ben, le théâtre, c'est un lieu où on s'amuse, où on invente des histoires, etc. Et vous étiez combien au départ? On devait quand même être une bonne douzaine, parce que je sais qu'on avait, la première année, si je ne me trompe, on avait 2 pièces qui fonctionnaient. On avait Les Revenants d'Ibsen, et de l'autre côté, il y avait Les Bons Bourgeois de Obaldia. Bon, oui, on tournait, on était une bonne douzaine. Hein. On est toujours resté une smala importante, un groupe important. Cette année, on est encore 15, quoi. On a toujours été un grand groupe. Et là, tu disais, cette année, c'est toujours les mêmes membres? Bon, ça a évolué, j'imagine, mais est-ce qu'il y a toujours des piliers? Des piliers, on doit être à peu près encore à se côtoyer et à jouer encore ensemble. On doit être 5 ou 6 encore. Ok. Du début, qui avons fait toutes les pièces, on est 2. Mais bon, sinon, les autres reviennent toujours, on a plaisir à se retrouver. Puis, ouais, il y a quand même 5-6 de la bande qui jouent toujours, enfin, qui jouaient toujours, voilà. Ok. Alors justement, depuis 1984, le Théâtre du Jeudi a joué 47 spectacles, des créations originales, mais aussi des adaptations, 26 au total. C'est plutôt un beau palmarès quand même, quand on regarde. Et j'aimerais revenir moi sur un projet que tu avais lancé, que vous aviez lancé à l'époque. C'était le festival de théâtre amateur à Sarreguemines. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, pour reprendre historiquement, comme on dit des fois, avant qu'on s'appelle Théâtre du Jeudi, on était un groupe, on avait créé une pièce qui s'appelait L'Horloge vide, et on était allé à la jouer aux Rencontres nationales de Sèvres, à Paris. Et c'est un moment qu'on avait beaucoup aimé, parce que c'était un moment d'échange, il y avait une 60aine de troupes. Il n'y avait pas de prix, c'était des rencontres, le mot amateur, évidemment. Et puis, là, on a commencé à jouer ensemble au Théâtre Jeudi pendant 7-8 ans. Et si je ne me trompe, en 88, ça faisait un moment, on dit tiens, et si on faisait un festival? Alors on a cherché le nom des troupes amateurs de la région. Il y avait Sarreguemines, il y avait Sarre-Union, il y avait Thionville, il y avait Agondange, Strasbourg, enfin tout un tas de compagnies. On les a invités à venir. Ils sont venus jouer, donc ça a duré une semaine. Donc en gros, il y avait une inauguration. On aimait beaucoup ça parce que les maires de chaque année, Robert Pax, après René Ludwig, venaient toujours aux inaugurations, parce qu'on était, ça il faut quand même le dire, si on a pu faire ces festivals, c'est qu'on était soutenus par le foyer culturel, évidemment, l'association, et la municipalité, qui nous a toujours donné carte blanche, donc on était en confiance. Et les maires se prêtaient au jeu de l'inauguration, les brocardaient un petit peu, mais c'était des moments très sympas. Et ensuite, il y avait une dizaine de spectacles pendant toute la semaine. Des fois, en week-end, il y en avait 2 par soirée. Et on finissait par ce qu'on appelle le final. Quand on pouvait, on créait un spectacle spécialement pour la fin du festival avec d'autres troupes.
amateur, hein, et puis on jouait ce final à la fin du festival. Et je me rappelle d'un où il y avait carrément une traction avant qui arrivait devant le casino, puisqu'on jouait au casino. Il y avait un comédien qui descendait en rappel parce qu'il s'était échappé, poursuivi par une moto. Et tout finissait bien, et en général, ça finissait par une grande sangria qu'on offre aux spectateurs. Voilà. C'est un côté festif. Nous, ce qu'on aimait dans ce festival-là, c'était la rencontre avec les autres comédiens, les autres troupes, on échangeait. Il n'y avait évidemment pas de prix, ça n'a aucun intérêt de faire des prix, on s'en fichait complètement. Ce qui était bien, c'était festival dans le sens festif. Voilà. Et on en a fait 11, on s'est arrêté parce que... Stop, ça suffisait. On était 11 ans, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est beaucoup d'énergie. Ça nous plaisait de le faire. Mais à un moment, on a dit, on n'est pas une institution. Stop, on passe la main à qui veut. Et vous avez bien profité quand même. Ah ben c'était super. J'aimerais montrer quand même le tout premier visuel du coup du festival. Alors comment ça se déroulait? Parce que là tu dis il y avait des spectacles toute la semaine, mais pour ceux qui ne connaissent pas, moi par exemple, je ne connaissais pas du tout, mais comment ça se déroulait? C'était en plein air Non, alors ça se déroulait au casino. Donc il y avait un programme, ils sont là, on fait un programme, on le diffusait un peu partout. Ça se déroulait au casino en soirée. Il y avait un spectacle par soirée en semaine, et comme je disais avant, en week-end, il y en avait 2. Et les gens venaient, il y avait un abonnement, le prix était moindre, ils assistaient à tous les spectacles, ils prenaient un abonnement, etc., comme ils voulaient. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais refaire quelque chose comme ça? Est-ce que ça te tenterait? Non, parce que ce qui est fait, non, il faut passer à autre chose. Place aux jeunes. Place aux jeunes. Et s'il y en a encore qui ont envie de le faire, qu'ils le fassent. Nous, ça nous a bien plu, mais de toute l'équipe qui organisait, on a dit non, ça va, on s'est arrêté là. Puis voilà, quoi, c'était pas... Le refaire, oui, parce que c'était un moment festif et agréable. Et la rencontre, c'est un moment sympa. Puis on voyait du théâtre en général contemporain ou... Pas en dialecte, c'est ça le truc, ça changeait un petit peu. Le théâtre en dialecte a sa place et il existe pleinement. Nous, on voulait amener quelque chose de différent. Mais pas en opposition du tout, qu'on soit bien clair. Si, d'ailleurs, en plus d'une bêtise, parce qu'il y a une année, il y avait je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, je crois qu'ils étaient de Meisenthal ou Saute, ils avaient joué un Molière en plate. Ah ouais. Je me souviens plus du nom, là, il faut regarder, mais c'est voilà. Alors on va avancer un peu dans la chronologie du coup. Dans les années 90, tu proposes un projet au lycée Jean de Pange, la section théâtre. Ah oui, ça c'est toi le papa de la section théâtre du oui, c'était mon enfant. oui. Voilà. Oui, quand j'ai su que ça existait, je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter le coup. Je crois que les options de théâtre ont été créées en France en 86, au lycée Jean de Pange, c'est arrivé en 92. Voilà, la spécificité de l'option théâtre, c'est un partenariat entre l'Éducation nationale et le ministère de la Culture. Donc, Éducation nationale, c'était moi le prof, et en face, il y avait avec moi, depuis le début, il y a Bernard de Beuvelot du Théâtre du Jarnisy qui intervenait avec moi. Donc on menait les séances en doublette. Et la troisième facette de l'option que je trouve qui était très sympa aussi pour les élèves, puis c'est un moyen de culture, c'est que sur les 3 ans, ils ont vu une quinzaine de spectacles au Carreau, au TNS, ouais. À Paris des fois. On a eu la chance de pouvoir aller au Théâtre du Soleil, voir plusieurs spectacles du Théâtre du Soleil avec Ariane Mouchkine. Et voilà, quand on sort d'une classe comme ça, on a des acquis, on a un vécu de groupe. Et là, je reviens toujours au collectif. Le théâtre, c'est l'art du direct et ça se fait en équipe. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et si je le continue, il y a peut-être ce côté-là aussi qui me fait continuer là-dedans. Il y a ton côté pédagogique, on l'a dit, tu as été enseignant, de sport, de théâtre. L'IME te contacte il y a 5 ans maintenant, 4-5 ans, pour faire jouer les jeunes atteints de handicap. Ouais. Pourquoi tu t'es lancé là? Pourquoi tu as accepté? Parce que tu as accepté et tu as relevé le défi. L'IME s'est adressé à l'association du foyer culturel dont le théâtre du jeudi fait partie, c'est important. Puis il a demandé est-ce que quelqu'un voulait s'en occuper. Alors, il y a une copine, Siviane, qui était partante. Puis ensuite, j'ai pris aussi le relais. Et ça m'a plu parce que j'avais déjà eu une expérience avec des enfants en difficulté quand je faisais mes études à Pau, il y a bien longtemps. Et le milieu du handicap, entre guillemets, m'a toujours plu. C'était étonnant. Et c'était riche d'enseignements pour moi qui m'a prêté à faire une carrière d'enseignant. Et là, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai foncé. Et avec Areska Messiani, avec qui on a travaillé pendant 5 ans, on a amené les gamins à créer des spectacles. C'était leur spectacle. On le créait avec eux.
On voulait que sur scène, chaque fois qu'ils ont joué, ils étaient tout seuls sur scène. C'était des vrais enfants qui faisaient du théâtre. Point. Aucun jugement extérieur différent. Mais j'insiste, c'était leur théâtre à eux. Voilà. Et aujourd'hui, c'est toujours en cours. Et c'est toujours en cours, ouais, ça continue. C'est un petit peu chaud cette année, mais ça continue pareil. On essaie de les amener à jouer avec leur potentiel. Ils sont différents. Certains vont être plus à l'aise dans telle partie du jeu, d'autres ils seront plus physiques, etc. Mais chacun a sa partition. Et comme on dit toujours, on voulait que sur scène, qu'ils soient beaux, qu'ils soient eux. C'est tout. Voilà. C'est tout. Aujourd'hui, le Théâtre du Jeudi a 40 ans. Ah oui. 40 ans, bon anniversaire déjà. Oh, c'est gentil. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois toutes ces années parcourues ensemble du coup ? Ça fait un sacré parcours. Ça fait plaisir que des fois on évoque, tu te rappelles quand on a joué le songe, c'est plein de souvenirs, plein de moments heureux et de plaisir d'avoir une idée, de créer une histoire, d'inventer l'histoire, de la jouer, puis de la présenter aux spectateurs. Et c'est génial, quoi. Quand on a les applaudissements à la fin, on est tout fiers. Enfin, on est content, fier, c'est pas le mot, c'est bête. On est heureux, on est heureux. Et le plus beau des compliments, ce qu'on aime le plus, c'est quand on nous dit à la fin d'un spectacle, quand est-ce que vous allez rejouer ? Alors là, c'est le top. Là, c'est le top, là. Et c'est une aventure. Pour moi, je dis toujours, c'est une aventure. Le théâtre, c'est raconter des histoires. On est des raconteurs des histoires. Et en fait, on est comme des mômes. On s'invente des histoires et on les joue. On crée les décors, on crée les costumes, on fait la lumière. On joue, évidemment, on joue. Mais comme je dis toujours, jouer, c'est simplement retrouver l'état d'enfant. C'est pas compliqué. Quand on était petit, on jouait. On savait jouer. Après, en grandissant, on devient un peu bête, parce qu'il y a le regard des autres, on n'ose pas, je vais avoir les ridicules, etc. Non, si on retrouve cet état d'enfant, de cette capacité à tout de suite être dans du jeu, eh ben, l'acteur, c'est ça. C'est celui qui est. C'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est pas compliqué. Est-ce que tu aurais une anecdote, parce que 40 ans, bon, c'est long, mais est-ce qu'il y a une anecdote ou un truc comme ça qui te revient en tête maintenant ? Une anecdote ? Sur les planches. Sur les planches, alors, ouais, il y a une anecdote. Mais une fois, je me rappelle, on jouait le mort accidentel d'un anarchiste, et mon partenaire est arrivé au premier acte avec la réplique du troisième. Alors, si j'avais répliqué, la pièce, elle aurait duré 15 minutes au lieu de 1h30. Après, d'autres anecdotes, oui. Une autre fois, une copine, la pauvre, elle est tombée de scène, mais tout s'était bien passé. Tout s'est bien... Elle est tombée de scène, ouais, mais tout s'est bien passé. Pas beaucoup de fractures, tout s'est bien terminé. Sinon, on a des anecdotes qu'on a entre nous. Oui, des petites choses. C'était dans Minuit chrétien, un copain qui jouait, il est arrivé et paf, la panne. Et alors on attendait, puis bon, on s'est récupéré. Et encore une fois, c'est le travail c'est l'esprit d'équipe, c'est l'écoute. On est ensemble, on veut aider l'autre. Bon, on a récupéré l'affaire. Et ce qui est chouette, c'est que nous, on fait des erreurs. Des fois, on se trompe un peu, mais le spectateur, il le sait pas. À partir du moment où on joue, si on se rattrape dans le jeu. Mais sinon, non, sur scène, ça s'est plutôt bien passé. Après, il y a plein d'anecdotes à côté, mais sur scène, on répète suffisamment et je sais pas, j'ai toujours, on va sur scène quand on est prêt. On ne va pas là pour réciter un texte, on est là pour le jouer, pour se faire plaisir et faire plaisir aux spectateurs, les amener dans notre aventure, dans notre histoire. Si c'est pour les faire rire ou les toucher, par exemple, je pense au spectacle, à la pièce Les Passants qu'on a joué il y a 4 ans sur les migrants, c'est quelque chose qu'on avait à cœur. L'an dernier, on voulait parler de la femme, on a joué tous des femmes, on s'est dit, c'est pareil, c'était un projet qu'on avait en tête depuis un moment. On a dit, tiens, si on faisait... Puis là, on l'a fait. C'est passé, on a voulu dire ce qu'on a dit, et malheureusement, notre pièce est toujours d'actualité, de tout ce qu'on dénonçait, le regard de l'homme sur la femme. Si on arrivait un peu à modifier le regard de l'homme sur la femme, peut-être ça irait mieux, etc. Voilà. Et plein d'autres histoires. Tu disais justement, alors le théâtre c'est fait pour raconter des histoires. 41 créations, si je ne dis pas de bêtises, en 40 ans. 21 créations en 40 ans. Ouais. Est-ce qu'on peut tout dire au théâtre ? Est-ce qu'on peut tout raconter vraiment ? Ouais. Ouais. Tout. On peut tout faire. Quand on fait une création, chez nous, quand on appelle une création, on invente tout de A à Z. C'est-à-dire que bon, on a une idée, puis après on invente une histoire, on va inventer des situations, des personnages, on va les répéter. Alors nous, chez nous, on fonctionne comme ça. On improvise la scène à partir de la situation qu'on a définie avec les personnages qu'on a trouvés. On joue une fois, deux fois, on improvise, puis après on va écrire le texte.
On va rejouer avec ce texte-là pour voir si ça marche, et après on fixe le texte, et puis on avance comme ça dans notre histoire. Mais quand je dis tout est possible, par exemple, quand on avait adapté, là c'était une adaptation de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, on avait joué, il fallait qu'on fasse une Alice petite, une Alice grande. Comment on fait pour, quand on joue les lapins, comment on fait quand, qu'est-ce qu'il y avait Le chapelier fou. Le chapelier fou, la reine rouge, qu'on leur coupe la tête, les pions, alors c'était des cartes. On trouvait des solutions à tout, et ça nous plaît. Je reviens, on est des enfants. C'est plus compliqué parce qu'on va aller sur scène, on veut créer, il faut tenir compte de ce qui va se passer après. Mais on peut tout. Moi, je pense qu'on peut tout faire. J'ai une dernière question, Alain. Une question existentielle. Oui. Vraiment, j'ai besoin d'avoir la réponse. Oui. D'accord ? Comment on détermine le côté court et le côté jardin ? Ah, le côté court, c'est le côté cœur pour le comédien. Pour celui qui joue. Mais est-ce qu'il est face à la scène ? Face à la scène. Ok. Le comédien regarde la salle, côté court, côté cœur. Pour les spectateurs, alors nous on dit, il y a à jardin, en regardant la scène, c'est à gauche, et court, c'est à droite. On dit Jésus-Christ. Nous, on dit Jacques Chirac, on dit ce qu'on veut. Faut trouver. C'est comme bâbord et tribord sur un bateau, ça fonctionne pareil. D'accord. D'accord. Donc si j'ai bien compris, oui. Court, c'est à notre droite en tant que spectateur, et jardin à gauche. Non, c'est l'inverse. C'est pas possible. Spectateur, jardin, court. Oui, court à droite, jardin à gauche. Oui. C'est ça. C'est ça, ouais, mais voilà. Tu me fais croire que je me suis trompée, j'avais juste. Hein. Ouais, mais ça fait du bien. faut toujours semer un peu le doute, sinon c'est pas rigolo. Bon, moi je vais semer un autre doute. Est-ce que tu sais quelle heure il est ? Regarde pas ta montre. Est-ce que tu sais quelle heure il est ? Quelle heure il est là ? Ouais. Il est 15h30. C'est trop fort, mais c'est pas ça. C'est l'heure de passer au moment quiz. C'est parti. Alors du coup, Alain, dans chaque émission, je propose à mon invité de participer à un petit quiz. Évidemment, il n'y a pas de question piège, c'est un petit quiz sur tes compétences, en l'occurrence le théâtre. J'aime pas le mot compétence, ça m'énerve. J'ai jamais aimé le mot compétence. Hein ? Domaine de prédilection ? Ouais, c'est... Passion ? Pas compétence. Ok, pas compétence. Ton domaine ? Voilà, très bien. Le théâtre. Oui, ok. tiens donc. Alors le principe est simple, je vais te donner 3 noms de pièces. Parmi ces 3 noms de pièces, il y en a une qui n'existe pas. Tu dois me dire laquelle c'est. Oui. Ok, tu as compris ? J'ai tout compris. Ok, super. Alors première proposition. Cyrano de Bergerac, Hernani, Éphéméride. Laquelle n'existe pas ? Éphéméride. Fort. Je l'ai peut-être un petit peu sous-estimé, je pense. Non, un tout petit peu. Pas du tout. On va voir ça avec la suite, ok ? Ouais, on va voir. Le bal des voleurs. Ouais. La lueur des ombres. La récréation des clowns. La lueur des ombres. Ouais. T'es trop fort en fait. Mais non, moi, je me suis dit, je vais réussir. Les voleurs, on l'a joué, la récréation des clowns aussi. Bah, pardon. C'était simple, hein. 3e. Ouais. Évanescence lunaire. L'orchestre. Anouilh. Don Juan. Molière. Donc Bon, c'est la lune. C'est l'évanescence lunaire. Ouais. Mais en fait, t'es trop forte. Je sais Mais pas c'est pas pourquoi. trop fort, c'est trop facile. Oui, bah ça va aussi. Merci. Hein. Oh, bah, on fait ce qu'on peut. Numéro 4. Oui, aïe, aïe, aïe. Les plaideurs. Uburois. Ouais. Le fantôme du temps oublié. Le fantôme du temps oublié. Je sais même pas pourquoi je fais ce quiz. Alors, C'est vrai, hein. enfin, je me sens ridicule. Mais non. Le jardin des souvenirs. Le Cid. La cantatrice chauve. Mais le jardin des souvenirs. Mais comment tu me juges dans le ton de ta voix, là Mais non, mais c'est vrai. Mais non, mais quand on s'intéresse au théâtre, on connaît pas oui, mal. Je sais. Mais ce que je te renvoie, c'est qu'il est vrai que le théâtre à l'école, il est bradé. On connaît quelques pièces et puis c'est tout. Alors que c'est un peu dommage. C'est pour ça que je reviens à l'option théâtre. Tous les élèves de l'option, ils doivent connaître presque tout ça, peut-être. Peut-être, oui. Mais la question, c'est pas de connaître, c'est de vivre, d'explorer ce monde, cet art qui est l'art théâtral, l'art du jeu, etc. C'est chouette, ça. Et l'histoire du théâtre, et connaître les anciens, ou des metteurs en scène et des dramaturges contemporains, ben c'est ça la culture. Et la culture dans le sens s'approprier des connaissances et des écritures.
Je vais te poser la dernière du coup. Ouais. Mais c'était très beau ce que tu viens de dire. Et du coup, je me sens bête parce que mon quiz est un peu trop facile. Mais bon, non, on pense aussi aux téléspectateurs qui nous regardent et qui peut-être participent au quiz, tu vois. Ah. Tu vois? Voilà. La dernière. Ouais. Fragment, Éclipse, tous des femmes. Ah ben ça, c'est d'une troupe très connue, très connue avec des acteurs fantastiques. C'est le Théâtre du Jeudi. Ah ouais? Et c'est 3 créations. 3 créations. Il n'y en a aucune qui n'existe pas. Non. Exactement. Elles existent toutes. Exactement. Oh bah oui, bah c'est nous qui les avons faites. Alors je crois que Fragment, c'était une des premières, il me semble. Hein. Ouais, c'était un assemblage du texte. Là, j'avoue que celle-là, je ne m'en rappelle pas. Ouais. C'est des petites séquences qu'on avait enchaînées comme ça, ouais. C'était plus pratique au début. Parce qu'on fait des créations, l'intérêt des créations, comme on est nombreux, comme cette année ou l'an dernier, on était 15 pratiquement tout le temps, ça nous permet de donner un rôle à chacun, et chacun a sa place. Sachant que dans notre équipe, dans notre troupe, j'aime bien le mot troupe, parce qu'on est ensemble, ou ce mal-là, on dit des fois. Mais il n'y a pas de vedette ni quoi que ce soit, il n'y a pas de star, il n'y a pas de premier. On participe tous à réussir notre projet. Voilà. Un petit peu comme une équipe. Il y a dans une équipe de sport collectif, il y a des ailiers, il y a des avants, il y a des arrières, et ils vont tous chercher à marquer des buts. Alors nous, on ne marque pas de buts. Marquer un but pour nous, c'est que les spectateurs réagissent à notre création, à notre proposition ou à notre pièce quand on a choisi des pièces d'auteur. Voilà. Bon, bah en tout cas, c'est un sans faute. Hein. Mais bon, j'aurais gagné. Bah, un sourire. Ah d'accord. Un sourire. Ouais, c'est un début. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ça suffit. Ouais, non c'est bien. Bon, allez, parfait. Bah, écoute, on arrive déjà à la fin de cette émission, Alain. Moi, je te propose un petit instant promo parce que du coup, il y a votre prochain spectacle qui arrive très prochainement. Sortie de tableau. Est-ce que tu veux pitcher la pièce ? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Je vais un tout petit peu la pitcher parce qu'on veut garder vraiment le cœur de l'histoire. Alors, sortie de tableau, comme on peut le voir dans l'affiche, c'est parti d'un vrai tableau qui s'appelle Suzanne et les vieillards. Où on voit deux vieillards pervers qui veulent profiter d'une jeune fille qui est en train de se baigner. Voilà. Alors nous, moi, ça m'avait choqué. Puis on s'est dit, tiens, comme on voulait inventer, cette année, on voulait faire un conte, on est parti de ça, et on s'est dit, cette jeune fille, elle va sortir du tableau. Et ça, c'est le début de notre pièce. Donc, il y a Suzanne qui va s'échapper du tableau, et il va y arriver tout un tas de choses. Elle va rencontrer des magiciens, il y a des fées, il y a des comédiens. On va rentrer dans un monde réel, irréel, on ne sait plus trop, mais il y a une trame. Elle va chercher à se libérer pour retrouver son vrai nom, que je ne pourrais pas dire là, sinon ce serait pas drôle. Et elle va être aidée par une fée, et il y a un méchant magicien qui traîne par là, mais il y a des gentils comédiens qui vont l'aider à s'en sortir, avec un banquier assez étonnant aussi, mais là, non, je ne dirais pas son nom. Donc, c'est une comédie, c'est vraiment une comédie qu'on a créée de toutes pièces. C'est une comédie que je dirais un petit peu fantastique. C'est un conte, mais ce n'est pas la Walt Disney du tout. Voilà. Donc, c'est pas pour les enfants? Si. Ça peut? Non, mais je dis pas la fin, mais voilà. Okay. On a essayé de sortir de certains codes du conte. Non, c'est notre histoire à nous. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, le rendez-vous est donné. Donc, c'est le jeudi 6 avril. 6 avril, voilà. Et on rejouera ensuite le 3 mai au Casino et on rejouera ensuite le 26 mai encore au Foyer culturel. Mais en tout cas, le message est passé, Alain. J'ai une toute dernière question pour toi. Est-ce que tu as passé un bon moment? Ouais, ça fait toujours plaisir de parler du théâtre, de parler de notre équipe, de tous ces souvenirs, et puis surtout de ce qui vient. Parce que le meilleur spectacle, c'est celui qui arrive. C'est celui qui arrive, comme on l'a dit, le message est passé, les gens ont peut-être noté le rendez-vous. En tout cas, merci beaucoup Alain d'avoir été avec moi sur ce plateau. Et merci à vous d'avoir regardé l'émission. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Moment Canapé. D'ici là, portez-vous bien.